D'abord, cette question, relancer, se dirige-t-on vers un accord de paix pour l'Ukraine avant la fin de la semaine? Les discussions engagées ce week-end en urgence à Genève devraient en tout cas se poursuivre aujourd'hui et jusqu'à la date butoir du 27 fixée par Donald Trump. Les échanges auraient bien avancé à en croire les différents participants. Les négociateurs ukrainiens et américains auxquels se sont joints les Européens ont discuté hier pendant plusieurs heures des alternatives possibles, des ajustements envisagés au plan américain jugé jusque-là bien trop favorable aux Russes. Quelles contreparties européennes ont-elles été abordées? Quelle chance de les voir ajouter à ce plan américain et quelle réaction aussi possible des Russes au vu de ce qui se passe sur le terrain? On ira prendre le pouls tout à l'heure avec Uli Vercrac qui nous attend à Kiev. Mais d'abord, Jean-Paul Polomoros, bonjour et merci d'être à nos côtés. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême allié transformation au sein de l'OTAN. On entend et on voit depuis ce matin un flot de réactions tous azimuts, beaucoup en Europe évidemment. Tout à l'heure, c'était les Allemands qui applaudissaient. On a Ursula von der Leyen qui est à Luanda comme de nombreux dirigeants européens. Ils vont convoquer d'ailleurs un sommet en urgence cet après-midi pour essayer de faire avancer le dossier. Tout le monde semble satisfait de l'accélération des discussions. Est-ce qu'il y a vraiment des raisons d'applaudir aujourd'hui? Il y a des raisons d'applaudir dans la mesure où il fallait absolument prendre la mesure de ce plan, de ce pseudo-plan de paix, sans doute écrit par les Russes, puis relayé par Donald Trump en 28 séquences, si je puis dire, en 28 articles. Et c'est bien que les Européens ont saisi le moment, puisqu'il allait y avoir cette réunion à Genève entre les Russes, entre les Américains, et les Ukrainiens. Et donc, ils sont montés dans le bon wagon, si je puis dire. Et donc, ils peuvent être... et ils sont force de proposition. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est une force de proposition qui a une approche totalement différente de l'approche russe, qui est finalement... Il s'agit d'acter la reddition de l'Ukraine. En gros, c'était ça, le plan russe qui a été relayé, malgré tout, par Trump. C'était, il n'y a plus rien à négocier. En gros, vous nous donnez le Donbass, et puis on s'occupe du reste. Vous réduisez les effectifs au sein de votre armée, voilà, l'incapacité à frapper. Voilà, rien de nouveau russe. sous le soleil, mise sous coupe réglée de l'Ukraine par la Russie, et puis pour attendre des jours encore meilleurs où la Russie, finalement, envahirait l'Ukraine. Donc là, évidemment, le ton est très différent. On construit sur 3 piliers, à mon avis. Le premier, c'est on respecte les sacrifices ukrainiens et la volonté de l'Ukraine de se défendre. Et donc, la ligne potentielle de cessez-le-feu, c'est la ligne des combats qui a été déterminée par les armes et par le sang des Ukrainiens en particulier. Deuxièmement, on veut une Ukraine qui reste et qui soit souveraine. Et donc, on met en place, et surtout dans cette phase de transition, on met en place à la fois des forces de réassurance et on commence à poser les bases pour l'avenir, si vous voulez. Et le troisième élément, c'est ça, c'est de garantir l'avenir avec des forces ukrainiennes d'un bon niveau. On parle de 800 000 hommes, 600 000 hommes. Bon, le tout, c'est qu'elles soient bien équipées, donc qu'il y ait ce soutien permanent. Le but des Européens, il est clairement de présenter un plan qui soit cohérent d'un côté et de l'autre côté de contrebattre ce plan russe et de donner à M. Trump quelque chose dont il puisse se satisfaire en disant là on a une véritable avancée et de reprendre l'avantage en quelque sorte par rapport aux Russes qui ont tiré les premiers, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, pour le moment, on ne les entend pas beaucoup, les Russes, et ça va être évidemment intéressant de savoir ce qu'ils ont à dire. On imagine un petit peu ce qu'ils risquent d'en penser. On va regarder d'abord quelques images signées Julien Dubois qui nous résume donc l'avancée de ces échanges entamés ces dernières heures à Genève. Regardez. Entre optimisme et attente de résultats, les contours d'un accord de paix pour mettre fin au conflit avec la Russie sont-ils en train de se dessiner? Après d'intenses discussions, le respect de la souveraineté de l'Ukraine a finalement été mentionné et le plan initial des États-Unis affiné. Un message d'espoir confirmé ultérieurement par un communiqué signé par la Maison-Blanche et la délégation ukrainienne. Les deux parties ont convenu que les consultations avaient été très productives. Les discussions ont permis de réaliser des progrès significatifs vers un alignement des positions et la définition d'étapes claires pour la suite. Elles ont réaffirmé que tout accord futur devait pleinement respecter la souveraineté de l'Ukraine et instaurer une paix durable et juste.
De leur côté, les Européens ont formulé ce dimanche plusieurs contre-propositions en réponse au plan américain. Selon l'agence Reuters, les forces armées ukrainiennes seraient limitées à 800 000 soldats en temps de paix contre les 600 000 prévus par le plan américain. Les négociations commenceraient à partir de la ligne de front actuelle, sans présupposer que certaines zones sont déjà russes. France, Allemagne et Royaume-Uni proposent aussi une garantie de sécurité similaire à l'article 5 de l'OTAN et une promesse de reconstruction et d'indemnisation de l'Ukraine par le biais d'avoirs russes. Côté ukrainien, le président Volodymyr Zelensky salue des avancées pour une paix réelle, mais en attend encore plus. La première priorité est une paix fiable, une sécurité garantie, le respect de notre peuple, le respect de tous ceux qui ont donné leur vie pour défendre l'Ukraine contre l'agression russe. Ce lundi, le Kremlin a réagi en assurant n'avoir reçu aucune information concernant les pourparlers de Genève. Voilà, il y a désormais une base solide pour avancer sur les discussions de paix. Ça, c'est Ursula von der Leyen qui vient de le déclarer en début d'après-midi. Jean-Noël Barrot, lui, sur son compte X, estimait que les discussions avaient été constructives et utiles. Ça ne nous dit pas si ça va évidemment aboutir. Je crois que les Allemands temporisent un peu plus en la personne de Friedrich Merz, le chancelier allemand, qui dit qu'il n'attend pas de percer sur l'Ukraine cette semaine et qui pointe du doigt quand même un manquement, quand même une faille. La Russie doit rejoindre à tout prix ces négociations aujourd'hui. Et pour le moment, il n'en est absolument pas question. Je ne sais pas s'ils ont été invités, mais en tout cas, il est clair que les Russes vont faire la sourde oreille, pour le moins. Ce matin, ils ont dit on n'a eu aucune information sur ce qui s'est dit et ce qui s'est passé. Ils n'écoutent certainement pas France 24 et autres. Enfin, c'est bien sûr qu'ils savent tout ça, mais ça leur convient absolument pas. Et c'est une façon de dire. Ça n'existe pas. En fait. Eux, ils vont se contenter de dire on a donné un plan, on a discuté d'un plan avec les Américains. Plan qui a été traduit du russe en anglais quand même. Bon, c'est un détail. Donc oui, bien sûr. Alors, il y a un enjeu évidemment derrière tout ça. C'est le maintien du soutien et de l'aide américaine aux Ukrainiens. En termes de renseignement, en termes d'équipement, c'est ça l'enjeu. Et on sent que les déclarations de Donald Trump d'hier, d'avant-hier, là, il faut être très, très précis et très prudent, allaient plutôt dans le sens de dire qu'il y a une deadline, il y a une limite, le 27, et après, voilà, il a même fait passer ça par des intermédiaires, y compris des chefs militaires. Marco Rubio a quand même temporisé, a dit bon, si ça se fait un peu plus tard, ça ne sera pas si grave. Donc on sent qu'à la tête de l'exécutif américain, et c'est pas très étonnant, il y a quand même des hésitations. Ma perception, c'est quand même que Donald Trump est assez entêté et qu'il revient inlassablement quand même sur ce partenariat avec la Russie. Ça, c'est embêtant parce que n'est pas sûr qu'à un moment ou à un autre, il bascule du bon côté. C'était plus le cas. On avait l'impression qu'il était plutôt rangé du côté des Européens ces derniers temps. Oui, mais les derniers éléments, bon, je vous dis, il faut être prudent, il est assez imprévisible, mais il y a une certaine constance dans son attitude, donc ça me rend un petit peu vigilant, si vous voulez, pour le moins. Il y a de quoi s'inquiéter finalement, si je vous entends bien aujourd'hui, tout ça reste quand même très instable du côté américain. Oui, je crois que l'entêtement de Donald Trump dans ce partenariat avec les Russes reste fort. Est-ce que Marco Rubio travaille vraiment avec lui? Est-ce qu'il peut l'influencer? Ce qui est certain, c'est que la délégation américaine telle qu'elle s'est présentée à Genève, elle est consistante. Ce n'est pas M. Witkoff tout seul qui prend sa petite valise. Là, c'est Marco Rubio, le négociateur en chef, quand même, un secrétaire d'État, National Security Advisor, et qui plus est avec le secrétaire à l'armée, qui plus est avec Jared Kushner, qui plus est avec le commandant des forces américaines en Europe, qui par ailleurs est commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe. Donc, ça me paraît être du lourd. Donc, on peut espérer qu'effectivement, et ça avance dans le bon sens, un peu ce que je disais tout à l'heure, avant de rentrer dans les détails, bien fixer les objectifs tels que M. Zelensky les a rappelés, la souveraineté, la parole des armes, c'est-à-dire on s'est battu et on va pas céder un mètre de plus dans la négociation à ce stade, un cessez-le-feu, et puis l'avenir de l'Ukraine, des forces armées, le soutien, les forces de réassurance.
tout ça, ça nous convient très bien. Maintenant, évidemment, ça ne va pas du tout convenir à M. Poutine. Alors, on va en parler des Russes évidemment dans quelques instants, mais avant cela, j'aimerais qu'on commente cette réunion qui est convoquée en marge du sommet Union européenne-Union africaine qui a lieu à Luanda cet après-midi. On est censé parler d'Afrique, de relations entre le vieux continent et l'Afrique, et on va encore une fois d'abord parler d'Ukraine. Qu'est-ce que ça nous dit là du moment? Qu'il y a quand même une urgence, que comprennent bien les Européens. Vous parliez tout à l'heure, les Européens qui essaient de saisir la balle au bond. Alors, il y a les Européens, et puis pourquoi pas convaincre malgré tout les Africains que quelque part derrière cette guerre, il y a un peu cette question de stabilité mondiale et de respect des institutions internationales, parce que c'est bien ça dont il s'agit. En 1945, on crée l'ONU, en 1949, on crée l'OTAN, on crée des outils de paix finalement, enfin de garantie de la paix. Et aujourd'hui, tout ça, pas l'OTAN, mais en tout cas, les Nations Unies sont impuissantes. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de pays qui sont pas tout à fait conscientes des enjeux que ça peut poser pour eux. Ou alors d'autres qui sont au contraire très heureux. On a encore des alliés suffisants sur le continent africain. L'influence française, on commente régulièrement sur cette antenne, n'a cessé de reculer au profit notamment des Russes. On a encore des alliés qui pourraient nous aider dans cette espèce de moment si crucial. Oui, parce que je crois que la voix, pour le coup, de l'Union européenne, cette fois-ci, compte en Afrique. La France, ça va, ça vient. Il y a encore quand même des pays qui nous sont assez proches. Et puis ceux qui sont éloignés peuvent se rapprocher en fonction des circonstances. Mais le poids économique, bien sûr, et la voix de l'Union européenne compte. Il faut qu'on aille chercher des alliés ailleurs, si vous voulez, pour que la communauté internationale montre un peu aussi qu'elle est attentive à ces garanties de sécurité. Parce que si par malheur l'Ukraine perd, et perd gros, comme le souhaiterait la Russie, ça donne quand même un message pour cette deuxième partie du 21e siècle qui est terrible. C'est que les plus forts, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Et donc, ça ouvre la voie à peu près à tous les conflits possibles et inimaginables, puisqu'il reste quand même un certain nombre de crises de frontières entre différents pays. Ce qui est peut-être le plus important dans ce moment si important, c'est l'unité des Européens en tant que tel. Et on voit bien, on s'attelle à chaque fois à bien dire, et là c'était le cas notamment pour le chef du Conseil européen cet après-midi, de dire, voilà, j'ai parlé à Volodymyr Zelensky avant cette réunion qui va être organisée à Luanda. On se parle, personne ne prend de décision de son côté. On reste une Europe unie et soudée. Oui, alors ça, c'est la bonne nouvelle. C'est une Europe d'ailleurs qui est élargie. C'est une coalition des volontaires avec la Grande-Bretagne qui compte aussi énormément. On le sait, des relations privilégiées avec les États-Unis, des forces armées conséquentes, et puis ce poids dont pèse la Grande-Bretagne comme grande puissance et membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc oui, on ne cesse de le dire, mais c'est précieux. Cette solidarité, elle est très précieuse. Elle n'est pas garantie à 100%. On sait qu'il y a des récalcitrants au sein de l'Europe, au sein de l'OTAN. Peu importe. Maintenant, il faut avancer. Et à partir du moment où les piliers de l'Europe, les grands piliers, la Grande-Bretagne, et c'était le cas, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, se mettent ensemble, c'est quand même une sacrée puissance, une sacrée force de frappe. Quand elle s'entend et quand elle se parle, bien sûr. On va prendre le pouls du côté de Kiev, voir comment réagissent les Ukrainiens à ces derniers développements. Bonjour Gulliver Krag, vous êtes notre correspondant en Ukraine. J'imagine qu'il y a des réactions au lendemain de ces pourparlers, ces échanges qui ont eu lieu à Genève. Beaucoup aujourd'hui se félicitent de ce nouvel élan, ça c'est l'Union européenne qui vient de le saluer il y a quelques instants, donné par les Américains, les Ukrainiens et les Européens hier. Est-ce qu'on est d'accord avec ça chez vous ? Alors, je ne dirais pas que les Ukrainiens se félicitent de ce nouvel élan parce que c'est plutôt quelque chose où ils voient les États-Unis revenir en arrière après avoir annoncé des sanctions assez sévères contre la Russie. Et les Ukrainiens avaient grand espoir que ces sanctions pourraient, dans quelques mois, avoir un effet plus important que ce qu'on a vu jusque-là. Mais Serhiy Kyslytsya, le vice-ministre des Affaires étrangères, qui est dans la délégation qui a participé à ces pourparlers à Genève, a appelé aux Ukrainiens de rester calmes. Et j'ai vraiment l'impression que ce soit Serhiy Kyslytsya qui le dise ou pas, c'est l'ambiance qui règne. Après que les Ukrainiens aient dit que les avancées prennent compte
des besoins de l'Ukraine. On a eu ces informations qui ont fuité sur une nouvelle version du plan qui, effectivement, aurait beaucoup de choses dedans qui seraient pour plaire à Kiev. Alors, les Ukrainiens ont l'impression que soit un document sera signé qui sera acceptable pour l'Ukraine. Tout de même, je soulignerai que Marco Rubio, quand on lui a demandé de commenter ce nouveau plan, il a dit qu'il n'en avait pas entendu parler et il a refusé de dévoiler des détails sur ce qui était dans les nouvelles propositions. Les Ukrainiens non plus n'ont rien dévoilé officiellement. C'est juste des informations qui ont fuité. Mais bon, je pense qu'en réalité, la confiance des Ukrainiens repose sur le fait que si c'est un nouveau plan qui tient en compte vraiment les demandes de l'Ukraine, alors c'est sûr que Moscou ne le signera pas. Et même si en fait la nouvelle version du plan n'est pas tout à fait ce qui a été fuité, il y a de grandes chances que Moscou ne le signe pas non plus, parce que le ton sur les médias russes, c'est aussi dans le sens de ne pas le signer. Alors que sur le terrain, les frappes russes se poursuivent. On l'a vu encore sur Kharkiv. Parlons peut-être de ce qui se passe sur le terrain, Jean-Paul Paloméros. Pendant que nous, on discute et qu'on tente de valoriser nos arguments, les Russes, continuent droit devant. Ah bah c'est le moment pour eux. Bon, ils ont entrepris cette méga offensive, si je peux dire, dans le Donbass. Ils ont vraiment concentré leurs forces, et en particulier, on le sait, sur l'axe de Pokrov. Ils veulent une victoire. Et la seule victoire qui soit à leur portée, si tant est que ça en soit une, c'est Pokrovsk, dont la valeur stratégique a évolué, mais bon, c'est quand même, ça pourrait être plus que symbolique. Donc, ils y mettent beaucoup de leurs forces. Ils emploient tous les moyens qui sont à leur disposition. Et c'est difficile pour les Ukrainiens parce que les Russes ont compris que s'ils pouvaient quelque part freiner la mobilité, je dirais, des Ukrainiens à répondre. Les Ukrainiens sont en nombre inférieur. Donc il faut qu'ils soient beaucoup plus agiles. Et eux, au contraire, les Russes, dans leur tactique nouvelle, par petits groupes, essayent de fixer justement les Ukrainiens pour les épuiser, en fait. Et c'est un peu ce qu'on voit à Pokrovsk. Donc il n'y a pas... C'est pas une attaque de masse, mais progressivement, les Russes rentrent par petits groupes. Et maintenant, on parle quand même de plusieurs centaines. Est-ce que ça suffit pour prendre Pokrovsk, etc. Ça, c'est l'enjeu. Maintenant, ce n'est pas dans ces conditions-là qu'ils pourront reprendre l'ensemble de l'oblast de Donetsk. Hein. Donc, non, mais ça suffit. Effectivement, ces images, elles sont scrutées un peu partout en Europe, sûr. Et notamment chez les voisins de l'Ukraine. Et ça suffit quand même pour semer le trou, pour inquiéter aussi. J'aimerais qu'on ouvre un peu le dossier à ce qui se passe sur le vieux continent. On le dit, les Européens vont se retrouver une fois de plus encore sur ce dossier ukrainien, alors qu'ils sont censés parler de relations à l'Afrique aujourd'hui. Il y a cette petite musique qu'on entend de plus en plus sur le vieux continent, qu'il faut rétablir le service militaire. Vous vous attendiez forcément à la question en tant que militaire, après les mots du chef d'état-major des armées la semaine dernière. On va regarder quelques images, puisqu'Emmanuel Macron pourrait annoncer, donc dans les prochains jours, rien n'est encore confirmé, l'instauration de ce service militaire sur la base du volontariat, bien sûr. Explication signée Noémie Roche. Regardez. Suspendu depuis 1997, le service militaire va-t-il bientôt faire son retour en France ? Dans un contexte de forte tension mondiale, l'idée fait son chemin depuis plusieurs mois et se concrétise depuis quelques jours. Il y a d'abord eu les propos controversés du chef d'état-major mardi dernier. La France doit accepter de perdre des enfants pour répondre à la montée des dangers sur le continent européen, avait déclaré le général Fabien Mandon. Dimanche, lors de son déplacement au G20 en Afrique du Sud, le président français a enfoncé le clou. Emmanuel Macron a confirmé qu'il envisageait d'instaurer un service militaire volontaire, tout en réitérant sa confiance au général Mandon. Mais moi, je ne céderai pas à l'esprit de défaite, au déclinisme ambiant. Je pense que la France doit continuer d'être une nation forte, avec une armée forte, mais avec aussi une capacité de sursaut collective. C'est-à-dire que nous sommes tous, dans le moment que nous vivons, face aux risques contemporains, avec la nécessité d'être conscients sur ces risques géopolitiques et de nous tenir ensemble. Voilà. Mais j'en appelle à l'unité. Une nation capable de tenir et d'être mobilisée, l'idée avait déjà été évoquée par Emmanuel Macron lors de sa déclaration aux forces militaires, la veille du défilé du 14 juillet. Plus de 4 mois plus tard, le président français semble avoir acté le désengagement des États-Unis
alors que le plan de paix américain pour mettre un terme à la guerre en Ukraine n'offre pas assez de garanties pour instaurer une paix durable. Emmanuel Macron pourrait donc faire des annonces ce jeudi pour préciser les contours de son projet. Rien d'officiel pour l'instant. Selon les différents scénarios évoqués, un service volontaire de 10 mois pourrait être rétabli. 10 000 à 50 000 personnes pourraient être recrutées chaque année d'ici 2035 afin de renforcer la cohésion nationale et de créer un réservoir de personnes mobilisables en cas de crise. Jean-Paul Palmeiros, rien n'est encore certain. On dit qu'en coulisses, ça hésite beaucoup. En tout cas, à faire l'annonce maintenant, ça vous paraît inévitable, vous ? Oui, je dois que je m'étais exprimé sur votre antenne dès le début pratiquement du quinquennat à l'époque du président Macron sur cette volonté d'établir un service national universel. Et j'avais... Qui était sa mesure à lui. Hein. Voilà, et moi je militais plus pour un service volontaire qui est en train peut-être de se mettre en place, non pas pour avoir raison, c'est simplement de manière très concrète. Je pense que le volontariat suscite des vocations et montrer qu'un certain nombre de Français et de Françaises, ça touchera les hommes et les femmes, s'investissent pour leur pays et en tirent aussi un bénéfice. C'est-à-dire cette vie en collectivité, sans ressusciter le service militaire tel que je l'ai connu. Moi, j'ai encadré des jeunes appelés, je sais ce que c'est, et c'était finalement porteur d'une certaine unité nationale, un fonds social qui a été ignoré à l'époque quand on l'a dissous. Bon, mais maintenant, il faut retrouver ce souffle et le moment est approprié. Il faut voir les armées, en fait, en 3 tiers, en gros, enfin 3 tiers, pas de manière quantitative, parce que ce service militaire volontaire, il va monter en puissance doucement. On a parlé de 2035, donc il ne sera pas au rendez-vous, a priori, de ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Mais il faut regarder dans le long terme et susciter, parce que susciter cet effort de citoyenneté, en quelque sorte, bien montrer à la jeunesse que vivre dans une démocratie, ça apporte des droits, beaucoup de droits, mais ça entraîne des devoirs. Et je pense que la jeunesse suivra. Donc les 3 tiers, c'est une armée professionnelle très forte, très puissante, bien armée, bien équipée. Et en ce sens, il faut absolument souhaiter que le budget de la défense passe maintenant, parce que sinon, il n'y aura pas cet effort. Et ça, c'est crucial. C'est ça l'enjeu du court terme. Ensuite, une réserve. Et il y a eu, et j'en suis fort aise, des déclarations fortes sur le fait que la réserve, ça compte. Et on voit bien en Ukraine combien, si l'Ukraine avait une réserve plus puissante, ça l'aiderait beaucoup à encore mieux résister. Et puis, un service militaire volontaire qui va progressivement monter en puissance. Je suis sûr qu'il attirera, qu'il attirera les jeunes, si et seulement si il est bien pensé. C'est-à-dire, c'est un service militaire dans l'action, où les jeunes apprennent, font l'apprentissage de la vie collective, d'un certain nombre de pratiques, de la discipline acceptée, etc., etc. Donc, on a ce qu'il faut. Maintenant, il va falloir que ce soit la société dans son ensemble qui s'engage. S'il est bien pensé, j'ai envie d'ajouter, s'il est bien vendu. Parce que les propos auxquels on assiste ces derniers jours, on de quoi aussi semer le trouble. Ça a créé la polémique, les propos du général Mandon. Je crois que vous avez temporisé en disant il ne faut pas prendre le terme enfant. Quand il disait il faut faire le sacrifice, être prêt au sacrifice de nos enfants, vous dites il ne faut pas le prendre au premier degré. On parle de la force professionnelle, mais la question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est on est en train d'aborder aujourd'hui un rétablissement du service sur la base du volontariat. Vous avez dit c'est voué à monter en puissance. Jusqu'où la montée en puissance ? Il y a des chiffres. Alors les chiffres vacillent. C'est d'abord, je pense qu'il va y avoir un effet d'entraînement. On peut le souhaiter en tout cas que ça déclenche un effet d'entraînement en se disant finalement 10 mois c'est important, mais dans la vie, ça peut compter, ça peut créer des opportunités. Donc, il va falloir ouvrir tout ça et donner un regain de citoyenneté à notre pays qui en a bien besoin. Pour les hommes et pour les femmes, vous pensez que ça a été interrogé d'ailleurs dans les sondages qui sont réalisés. Pour moi, ça fait absolument aucun doute. D'abord parce que les femmes constituent une richesse humaine sur laquelle il faut capitaliser. J'en étais persuadé quand j'ai commandé l'armée de l'air et je le suis d'autant plus aujourd'hui. Et deuxièmement, parce que oui, on a besoin de cet élan commun qui rappelle les fondements de notre République. Il y a à la fois un devoir civique et un devoir purement militaire, et apprendre le métier des armes parce qu'on sait qu'on en aura besoin. Et aujourd'hui, les armées doivent anticiper aussi les besoins de recrutement. Et ça y contribuera. Ce n'est pas uniquement un outil de recrutement, ce service militaire, mais ça peut y contribuer dans la mesure où la démographie nous est défavorable. Donc on sait que demain, ça sera encore plus difficile de recruter. Aujourd'hui, ça marche. Le recrutement, il marche bien dans les armées. Les chefs d'état-major le confirment. Il y a quand même... Donc,
on voit que les jeunes Français, quelque part, sans généraliser, ils sont au rendez-vous de cette histoire. C'est à nous de leur donner un cadre, des moyens pour qu'ils puissent s'exprimer. Merci beaucoup Jean-Paul Paloméros d'avoir été l'invité de l'Info du jour à l'heure où ces négociations se poursuivent en vue d'établir un plan de paix pour l'Ukraine favorable à toutes les parties. Vous l'aurez bien compris, restez à nos côtés, l'info se poursuit dans ce Paris Direct.